And how was the first day? Yeah, it was pretty good. Ah. Nothing can stop this. Lilu Dallas Multipass. You go down to the bottom of the sea, where the water isn't even blue anymore. The sky's only a memory, and you float there, in the silence. And you stay there, and you decide... Maman. Il est temps. Putain, pourquoi vous les laissez pas tranquilles? Il a dit, restez pas dans le couloir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile, dans cette fameuse rubrique empreinte sur toile que je viens de créer pour vous, un concept qui met en lumière les réalisateurs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Luc Besson. Vous connaissez mon amour pour le cinéma américain et pourtant j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un réalisateur français. Mais c'est l'un des seuls à avoir marqué cet univers avec des films impactants et mémorables, en tout cas dans les jeunes années, on va dire, dans les 20 dernières années, peut-être même 30. Et je vais tout de suite chasser de vos idées le fait de vouloir faire du buzz sur ces affaires, que ce soit les affaires de plagiat ou que ce soit ces affaires de mœurs, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le cinéaste. Peut-être que je ferai moins de clics, j'en ai l'habitude maintenant. Peut-être que je vais peut-être pas mettre une miniature aguicheuse avec un nom, avec un titre racoleur, mais ce que je veux, moi, c'est d'abord et avant tout vous parler du cinéaste, le cinéaste visionnaire, poétique, inclassable, célébré à l'international, mais souvent mal aimé chez nous, une sorte d'hommage en quelque sorte, sincère, sans polémique, centré uniquement sur l'œuvre et aussi sur les gens qui l'ont entouré. Par exemple, la musique d'Éric Serra, ses acteurs fétiches comme Jean Reno. C'est un réalisateur qui rêve le cinéma et qui nous offre vraiment de grandes émotions. Luc Besson, un nom qui à lui seul évoque un cinéma sensationnel. De grands silences, des plans amples, des émotions pures, des beaux travelling comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il est sans doute le cinéaste français le plus influencé par le rêve américain et c'est peut-être pour cela que moi, effectivement, je me retrouve dans son cinéma. Et pourtant, son cinéma reste profondément français, romantique, audacieux, visionnaire. C'est surtout un poète, peut-être un incompris quelque part. En tout cas, il est temps pour moi de vous parler réellement de la filmographie de Luc Besson. Il a fait gagner des Césars à des actrices, à des collaborateurs. Lui, il a réussi à en décrocher un en 98 pour son film le plus américain. C'est quand même un paradoxe, c'est peu dire même. C'est le cinquième élément, vous l'avez compris, mais on y reviendra un peu plus. Dans cette rétrospective, nous n'allons pas voir tous les films que Luc Besson a réalisés, je vous rassure. Mais en tout cas, ses principaux. Il y a quand même de quoi faire dans toute cette filmographie. Commençons d'ailleurs avec Subway. Mais dans quel coin il vous a semé? Dans le métro. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Réponds, commissaire, quand il parle. Mais où tu es, là? Dans le métro. Surtout ne bouge pas, on arrive. Ah, on n'est pas bien là? Je n'apprécie pas votre humour, Fred. Déjà, il se démarque de ce qu'il pouvait faire à cette époque-là en termes de cinéma. On voit l'émergence d'un auteur, un style déjà reconnaissable. Besson filme le bitume comme une scène de théâtre, un Paris souterrain, stylisé, électrique. L'image est froide, bleutée, le son est électrique. Éric Serra est déjà là et il impose sa façon d'écrire les musiques et de les coller sur l'univers de Besson. Il s'entoure de quelques acteurs de pointure donnant un rôle sur mesure à Isabelle Adjani par exemple, mais aussi on peut voir Christophe Lambert. Christophe Lambert a déjà tourné Greystoke, mais il n'est pas encore sorti au cinéma. Donc il n'est pas encore la superstar internationale qu'il le deviendra grâce à son rôle de Tarzan. Ensuite, on croise dans ce film Jean Reno, Jean-Luc Anglade, Jean-Pierre Bacry, Richard Bohringer, Jean Bouise, qui décédera peu de temps après ce film, Michel Gadabru,
tout ce beau monde sous la direction d'un jeune de 26 ans. Si ça, c'est pas du génie, hein. Le film obtiendra 13 nominations aux Césars et il décrochera 3 trophées, donc Christophe Lambert, meilleur acteur de l'année, ensuite pour les meilleurs décors et le meilleur son. C'est son deuxième long métrage après Le Dernier Combat de 1980. Troisième long métrage, Le Grand Bleu de 88 sera le choc avec Subway. Besson nous avait offert des courses-poursuites sous Paris, l'esthétique un peu clippée, magnétique malgré tout, mais qui lui avait été aussi reproché d'avoir fait un film façon clip vidéo. Et avec Le Grand Bleu, ce sera du souffle, les silences, l'eau, l'amour. Et pourtant, à Cannes, il est hué par la profession lors de la séance d'ouverture du festival. C'est une blessure assez profonde qui s'est créée en lui. Oh, Jacques, parle-moi encore. Raconte-moi une histoire. Une histoire? Tu sais que ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin, si loin que le bleu n'existe plus, là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours. Par contre, le public, lui, ne s'y trompe pas. Il se déplace en masse pour aller voir ce film. Il explose, bien sûr, les records d'affluence et le nombre d'entrées. Le box-office est affolant. On peut dire que le public le consacre instantanément comme un film culte dès sa sortie. C'est un fait assez rare pour être noté. Mais je rebondirai sur l'effet des critiques et notamment celle de la profession. Et je vais vous proposer d'écouter les critiques, par exemple, du Masque et la Plume pour 2 films cultes, ou en tout cas au moins un, qui est Star Wars et Le Cornio, film diamétralement opposé, vous me direz. Mais ces critiques, qui datent de 77 et de 65, étaient assez assassines pour ces 2 films, qui sont, bien sûr, devenus cultes, des incontournables. Alors, je vous laisse écouter un petit peu ce qui se disait à cette époque. Est-ce qu'il faut parler de ce Cornio? Non. Je ne vois pas une c'est seconde. très bien, j'ai entendu dire c'est très bien. Non? Ah. Non, mais moi, ça m'intéresse pas d'en parler, hein, parce que bon. ça ne vaut rien. Un très petit acteur, Monsieur De Funès, il fait beaucoup de singeries. Un grand acteur à mon avis. Le Grand Bleu est donc un film adoré par toute une génération. C'est l'histoire d'une amitié, d'un homme et de la mer, d'un rêve d'enfant. Ça prend son temps, c'est vrai, mais c'est vraiment beau, c'est profond. Alors, comme l'océan, vous allez me dire, c'est assez unique dans le paysage cinématographique. Il est vrai que lorsqu'il est sorti, moi j'avais l'âge de le voir puisque j'avais déjà 17 ans et j'avais pas forcément accroché particulièrement à ce film. Je me posais la question, pourquoi tant d'engouement dans un film qui était long, sans action, sans, vous voyez, comparé au blockbuster américain qui arrivait sur nos écrans, c'était complètement diamétralement opposé. Mais avec les années qui passent et en le revoyant assez régulièrement, la poésie qui s'en détache est magnifique. La bande originale, bien sûr, d'Eric Serra n'est pas non plus innocente dans le succès de ce film. Et d'ailleurs, les gens de ma génération, on a tous acheté cet album et puis c'est devenu quelque chose que l'on a toujours au fond de notre mémoire. Alors, est-ce que c'est pour faire taire toutes les critiques qu'en 1990, il revient avec Nikita, un film à l'énergie brute? Bien sûr, on va beaucoup parler de violence dans ce film, mais pourtant, c'est un film très féministe. Il sublime son héroïne, Nikita, une junkie transformée en tueuse, et cela reste l'un des portraits féminins les plus puissants du cinéma français.
Je n'ai personne à la maison. C'est une femme perdue, broyée, transformée. Le regard de Besson transcende le polar. Il filme l'amour dans la violence, la lumière dans les ténèbres. C'est un cinéma physique, instinctif, charnel, je vais dire. Nikita, c'est le premier film français à dépasser la barre des 5 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Le film s'offre même un remake américain. Puis, il y aura une série outre-Atlantique. Dans l'Hexagone, le film remporte lui aussi un succès important avec plus de 3,5 millions d'entrées. Bien sûr, Nikita, ce film se retrouve présent à la cérémonie des Césars avec 9 nominations. Autant vous dire les nominations les plus importantes. Mais ce sera Anne Parillot qui recevra l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Cette fois-ci, c'est aussi, quand on parle de collaborateurs, la 5e fois déjà que Jean Reno se retrouve sur le tournage de Luc Besson. Et d'ailleurs, le personnage de ce film de Nikita va être assez précieux puisqu'il sera aussi précurseur pour son prochain grand film, Léon. Victor, nettoyeur. 1994 donc, Léon sort sur nos écrans. Et on passe sur un casting international. Outre Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman, Danny Aiello, c'est peut-être mon film préféré de Luc Besson. C'est un film très beau, rempli d'amour, de poésie, une histoire d'un tueur et d'une jeune enfant, deux solitudes qui se rencontrent. This guy comes to town every Tuesday. Are you free Tuesday? Yeah, I'm free Tuesday. You can't stop what you can't see. This guy came from the outside. He was a pro. He was fast. In the art of the kill, Leon was the master. Somebody's coming up. Somebody's serious. He never missed a hit. He never got caught. You're indestructible. Bullets slide off you. You play with them. And above all else, he never had a reason to care. Until now. Jean Reno est bouleversant. Nathalie Portman est la révélation. C'est assez brutal, mais avec une douceur infinie. Un conte moderne avec toute cette poésie que sait insuffler Luc Besson dans ses films. C'est admirable. C'est un film bouleversant, je trouve. Et encore une fois, la musique d'Eric Serra porte ce film au firmament des thrillers modernes. C'est une musique mélancolique, dramatique, je dirais même, et qui colle parfaitement à ce film et à ses personnages. Ce film aussi est instantanément devenu culte. Faut le faire quand même. Puis vient le temps de l'un de ses plus gros blockbusters. Il a le vent en poupe, il sait y faire et il a la possibilité de faire un film d'une autre dimension. Et ce sera le 5e élément. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Reprenons. Regardez, regardez! Divine dont il est question, qu'est-ce que c'est cette lumière divine-là? Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Avec un casting de malade, avec Bruce Willis en tête, le réalisateur n'a même pas 40 ans, imaginez-vous, lors de ce tournage. Et il ose tout, il fait tout exploser sur son passage, il crée un space opéra pop, coloré, délirant, c'est kitsch et c'est génial. Les costumes sont
dantesque. D'ailleurs, c'est Jean-Paul Gaultier qui travaille sur ce film pour les costumes et ça se voit, il y a sa marque aussi. C'est unique en son genre. Encore une fois, des sables du désert dans les premières scènes jusqu'aux profondeurs de la galaxie, c'est aussi un vrai film d'auteur, déguisé bien sûr en blockbuster. Bruce Willis est chauffeur de taxi, Gary Oldman, méchant baroque, Mila Jovovich en ange rouge, tout est sous contrôle. Gros succès, bien sûr, énorme succès, et enfin un César pour Luc Besson, consacré meilleur réalisateur. C'est quand même étonnant qu'il obtienne un César pour un film qui s'apparente être le plus américain de ses films. Je passe quelques films, Jeanne d'Arc, Angela et quelques années, et j'arrive tout de suite avec Arthur et les Minimoys. Oh, des histoires, je pourrais t'en raconter toute la nuit. Raconte-moi. Les Bobo Matasalai étaient vraiment très très grands. Ils vivaient à côté d'une autre tribu qui était très 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 petite. On les appelait les Minimoys. Oh, c'est la princesse Sélénia. Elle est magnifique. Drôle de projet, mais qui lui tenait à cœur quand même. Besson se fait conteur pour les enfants. Il crée donc un monde miniature inspiré pour ses propres enfants. C'est naïf, poétique, encore une fois, sincère dans la proposition. C'est une pause dans cette filmographie ponctuée de moments forts et de violence. Mais c'est aussi une preuve de plus de son envie d'émerveiller, d'utiliser la magie du cinéma, de créer des univers. Un imaginaire sans limite. C'est un souffle de tendresse dans une filmographie assez musclée. Encore un beau succès pour Luc Besson, qui verra ensuite deux autres films sur le même thème d'Arthur. Arthur et la vengeance de Balthazar, Arthur et la guerre des deux mondes. Ces deux films feront beaucoup moins d'entrées. Il faut retenir le tout premier, c'est le meilleur. Toujours dans l'idée d'innover, Besson nous propose Adèle Blanc-Sec, tiré d'une bande dessinée, et The Lady, un film qui se veut plus basé sur le romantisme, sur les histoires d'amour, que sur les réels problèmes de la Birmanie. On lui a aussi reproché cela. Et je m'arrêterai sur une autre année, 2013, celle de Mala Vita. Alors pourquoi ce film, me direz-vous? Parce que ce n'est pas non plus son plus grand film. Oui, mais... Monsieur, je peux vous aider? Sorry, I don't speak French. How was the first day? Yeah, it was pretty good. Anything to report? Nothing special. No. Kids, cool. Yeah, you know, they always are just better than we do. Regardez bien le casting. On y retrouve Robert De Niro, Michelle Pfeiffer. On y retrouve Tommy Lee Jones. Comment imaginer un Luc Besson refuser un tel projet? Au départ, il avait écrit le scénario, il ne devait pas réaliser le film. Mais en fait, avec une galerie d'acteurs de ce calibre, c'est juste impossible de dire non, je vais pas le réaliser. Mettez-vous à sa place. Donc, combien de réalisateurs baveraient devant un tel casting? Alors certes, c'est un peu un pastiche des films de la mafia, une famille qui se planque en Normandie, on reste quand même sur le côté bien franchouillard. Mais c'est assez grinçant, c'est assez décalé et c'est assez jouissif, il faut le dire. Moi, je m'amuse beaucoup en voyant ce film. Mais pour ma part, je prends quand même un réel plaisir à voir tous ces acteurs se donner la réplique, même si je dois avouer qu'on n'a pas autant de densité que sur certains films précédents. C'est un peu une farce. Viendra rapidement ensuite Lucie, qui a explosé le box-office mondial, un gros carton. Encore une fois, une femme éprise de liberté, une femme transcende les lois du réel. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? We've merely slipped a little package into your lower tummy. And you're going to transport something very special to us. C'est ambitieux, c'est barré, métaphysique. Bien sûr, la critique ne va pas apprécier. Par contre, lui, le public, eh bien, il va suivre. Comme je vous ai dit, il a cartonné au box-office.
On retrouve enfin la patte de Besson et cet univers qu'il affectionne avec un peu de poésie dans un monde de brutes. Les parallèles et les raccourcis sont faciles pour étayer cette histoire de capacité optimale. On est dans une BD ultra stylisée, les plans sont comme des cases, les personnages n'en sortent pas et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On est parfois dans le paroxysme de ces fameux personnages à la Besson. Scarlett Johansson et Morgan Freeman, excusez-moi du peu, sont quand même de la partie. On ne peut pas reprocher à Luc Besson de prendre des risques. Et effectivement, son prochain gros, très gros projet lui fera prendre des risques peut-être inconsidérés avec Valériane et la cité des 1000 planètes. Peut-être qu'il avait pris la grosse tête. Allez-vous me dire. Encore une fois, dans ce milieu, avec tant de succès, avec plein un parterre de gens, en fait, qui peuvent aussi vous flatter, peut-être qu'il a vu plus grand que ce qu'il n'aurait dû. Ce film, c'est le rêve d'un gamin de 10 ans devenu réalisateur. Adaptation audacieuse d'une BD culte, le budget est donc colossal. Les idées visuelles foisonnantes, trop peut-être, je sais pas, mais quelle audace, quel amour pour le genre. Et ce film aurait mérité très certainement un réel succès au box-office. Alors c'est vrai que quand je regarde un petit peu les critiques, quand je regarde les youtubeurs qui se sont penchés sur ce film, bon nombre le massacre. Je pense que ce qui pêche, c'est le manque de charisme de ces deux héros, de ces deux acteurs en fait. Imaginons Luc Besson ayant repris quelques têtes d'affiche bankable, comme on dit, comme il l'avait fait avec le 5e élément et Bruce Willis. Et le film aurait été complètement différent. Il aurait tout déchiré. Besson reste quand même fidèle à son style, tout de suite reconnaissable. Et de par sa narration, de par l'héroïne qui ressemble à toutes les héroïnes de Besson, un petit peu, de ses plans, de cette poésie qu'il donne à son œuvre, c'est techniquement magistral, bourré d'idées, les plus incroyables les unes que les autres. On a affaire à un vrai auteur de cinéma à la française, qui ne fait aucun complexe face au cinéma américain. Et qui nous offre une super production, il faut le dire, qui apporte un nouveau souffle à la science-fiction. Les Star Wars et les autres Star Trek, ils font vite vieillot face à ça, on reste très classique. Là, on pousse un univers coloré, flamboyant, que Besson, il aime, il veut, voilà, il a son propre univers. Et quant à l'histoire, certes, elle est simple, on est d'accord. Mais là, c'est pas le propos. Laissons-nous, ou laissez-vous donc porter. Après, on peut même pas dire que le film ait été un flop considérable. Oui, bien sûr, il n'est pas rentré dans son argent. Il n'a pas été rentabilisé, d'accord, par rapport à son investissement et ce qu'il aurait dû rapporter. Et ça lui a coûté cher à Besson. Ça lui a coûté les studios qu'il avait créés en France, cette cité du cinéma qu'il avait imaginé, eh bien, ça a été racheté et aujourd'hui, il n'est plus que le directeur technique ou quelque chose. Il a même pas pu tourner son dernier film dans ses propres studios qu'il avait créés. C'est quand même un comble, hein. D'ailleurs, son dernier film en date, Dogman. À vrai dire, encore une fois, Besson nous prouve que c'est un grand faiseur d'histoire. Je ne pouvais pas créer cette vidéo sans avoir vu son dernier film. Vous imaginez bien de quoi j'aurais eu l'air. Donc je me suis tapé ce fameux film et j'étais pas tellement enthousiaste, c'est vrai, je vous l'avoue. Très honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Les critiques étaient mitigées, il y en avait des bonnes, il y en avait des moins bonnes. Et malgré tout, ça reste du Besson. J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. Eh bien, en voyant ce film, je me suis pris une claque, comme rarement je me prends des claques en regardant des films au cinéma. Et effectivement, il est à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est un film témoin, c'est un film d'un homme blessé. C'est l'histoire d'un homme blessé qui croit, mais qui n'a plus trop d'espoir. C'est l'histoire d'un homme brisé qui confesse ses péchés, un peu à la manière de Besson pourrait confesser les siens. Besson met en scène donc toute sa mélancolie, toute sa tendresse, c'est noir, c'est beau. Il a mis
tout ce qu'il avait à nous offrir dans ce film. C'est certain que ça a dû déconcerter certaines personnes, mais c'est un film, encore une fois, que je trouve très poétique, comme il l'a toujours été d'ailleurs. Cette fois-ci, la violence est presque effacée. Il y en a, mais très peu en fait, si on regarde bien. La musique d'Eric Serra, de retour pour ce film, est elle aussi assez effacée, je trouve. D'habitude, elle prend le dessus des fois, mais là, pas du tout. Il ne triche pas et ça laisse la place à l'émotion plus qu'au sensationnel. Et ça fonctionne. L'émotion, la sincérité, la sobriété, l'effacement de soi pour nous laisser un film magistral. J'ai adoré ce film. Ça m'a procuré des sensations que je n'avais pas eues réellement sur des films modernes, en tout cas, depuis très longtemps. Donc, bravo, Monsieur Besson. Vous êtes en droit de ne pas penser comme moi. Vous êtes en droit de me dire dans vos commentaires que vous n'avez pas du tout aimé ce film. Peut-être que vous avez aussi le droit de me dire que j'ai raison. Et à vous de me dire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce réalisateur. Toujours est-il qu'on peut se poser la question, est-ce que Besson est un réalisateur donc maudit ou est-ce que c'est un génie? Pour moi, il a bousculé le cinéma français, certainement le meilleur de sa génération et au-delà. Conspué pour Le Grand Bleu, mais acclamé par le public, il a sûrement été jalousé par la profession. C'est un surdoué qui a du style, un cinéma français à l'américaine, c'est peut-être pour cela que la profession lui a fait payer, trop avant-gardiste, trop doué, trop de succès. Au lieu d'être porté, on va dire, comme il le serait dans des pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre ou autres, en France, on a tendance à rabaisser les gens qui ont du succès. Donc Besson, il fait pas partie, il fait pas exception à la règle. Et voilà, on le remet à sa place parce qu'on n'aime pas les gens qui réussissent en France. En tout cas, pour certains. Après, son cinéma est indissociable à la musique d'Eric Serra, qui est reconnaissable entre mille, lui aussi. Des notes synthétiques, basses profondes, envolées cristallines, mélodies caressantes. Ensemble, ils ont réussi à avoir une rare alchimie. On pourrait presque les comparer à un Spielberg et un Williams. Comment imaginer un film comme Indiana Jones sans les notes de musique de Williams? Pareil pour Les Dents de la Mer. Pareil pour E.T. C'est une alchimie qui se passe entre deux artistes. On sait que Besson est un scénariste. Il foisonne d'idées. Des fois, il reprend les idées peut-être qu'il a déjà utilisées dans d'autres films. Mais Besson, c'est aussi un producteur avisé. Il a fait quand même des sagas qui ont cartonné. On peut citer Taxi, Le Transporteur, Tekken. Mais il y a aussi une pléiade de films qui ont son empreinte. Certains ont eu beaucoup de succès, d'autres moindres. Mais il y a toujours une touche Besson dans ses productions. Maintenant que j'ai dit tout ça, mon vœu serait de retrouver le trio Besson, Serra et Jean Reno pour un dernier grand film ensemble. Une merveilleuse histoire, un scénario de dingue à nous offrir ces trois-là ensemble. Je pense que ça bouclerait la boucle. Et ce serait incroyable. Maintenant, dites-moi, vous, dans vos commentaires, qui pourrait avoir le même aura que Luc Besson sur le cinéma français aujourd'hui? Alors, vous allez me citer peut-être Louis Leterrier, peut-être Julien Leclerc, peut-être Cédric Jiménez. À vous de me dire dans vos commentaires si vous voyez réellement quelqu'un qui est capable, on va dire, de prendre sa place. Personne ne ressemble à Besson. Ce gars est une anomalie, comme pouvait l'être aussi Jean-Pierre Jeunet dans son temps. Il reste un cinéaste visionnaire, chef d'entreprise, conteur, amoureux du cinéma. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, parce que il n'était pas du tout du domaine du cinéma. Il a commencé par hasard, on l'a emmené sur un plateau, ça lui a plu. Il n'avait pas une culture cinématographique comme pouvait avoir Tarantino, par exemple, qui lui a été baigné dans ça et qui s'inspire de tout ce qu'il a pu connaître. Non. Lui, il est rentré par la petite porte, il allait sur les tournages, il ne demandait pas à être payé, il voulait juste pouvoir manger, mais il était là pour apprendre. Jolivet a mis le pied à l'étrier, effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont fait des collaborations ensemble, différents artistiques, nous allons dire, et ça les a séparés. Mais malgré tout, Besson a trouvé son chemin.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que vous avez compris que moi j'affectionnais ce réalisateur. Je compte sur vous pour me dire si ce réalisateur a été pour vous important dans votre cinéphilie. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous le détestez? Tout cela doit être argumenté, bien sûr. J'espère que vous avez pris plaisir à visionner cet épisode de Empreinte sur toile, comme moi j'ai pris plaisir à le préparer et à le monter pour vous. N'oubliez pas donc de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, c'est gratuit.